George Sand. Conte d'une grand-mère. La reine Coax. Comment? Il était venu pour me demander en mariage? Non, il n'y songeait point, mais l'idée lui en est venue ce matin. Pourquoi donc? C'est peut-être qu'il t'a trouvée jolie, dit en souriant madame Yolande. Grand-mère, ne vous moquez point. Je ne suis pas jolie et je le sais bien. Je ne suis qu'une grenouillette, vous me l'avez dit souvent. Et cela ne m'a pas empêché de t'aimer. On peut donc être grenouillette et inspirer de l'affection. Mon cousin m'aimerait. Non, il me connaît trop peu. Dites-moi la vérité, grand-mère, il ne peut pas m'aimer. C'est à toi de me dire ce que j'en dois penser. Vous vous êtes promenés ensemble toute l'après-midi. Je n'y étais pas. Il a dû te dire beaucoup de belles choses. Ne lui as-tu pas dit, toi, que tu voudrais bien être mariée pour être une belle dame et voir le monde? Non, grand-mère, il a menti. Je n'ai rien dit de pareil. Mais ne l'as-tu point pensé? Il est si malin, il l'aura deviné. Marguerite ne savait pas mentir. Elle se sentit confuse et ne répondit pas. Madame Yolande était fine et comprit. Écoute, cher enfant, lui dit-elle, tu m'as donné du bonheur et des soins dans ma vieillesse. Je dois travailler à rendre ta jeunesse heureuse et brillante. Je te ferai riche, et ton cousin le sait. Je ne veux te dire de lui ni bien ni mal. Tu as beaucoup d'esprit et de raison, tu le jugeras, et il te l'a dit, tu réfléchiras. Va te reposer, et si demain matin tu veux qu'il reste, tu n'auras qu'à le lui faire savoir. Marguerite fut si agitée de surprise et d'inquiétude qu'elle ne songea point à se coucher. Elle ne sentait aucune amitié pour son cousin, mais peut-être en avait-il pour elle. Elle se savait aimable et point sotte. Puis Persée lui avait d'abord paru insipide et désagréable. Pourtant, si oubliant sa laideur, ce joli garçon avait apprécié son esprit, c'est qu'il en avait apparemment aussi. Il avait des défauts, il était frivole, il aimait la dépense et la bonne chère, mais il avait peut-être un bon cœur, car il lui avait cédé en voyant qu'elle protégeait les bêtes, et il ne paraissait point entêté. Je suis si laide, moi, se disait-elle. Je ne plairai peut-être jamais à aucun autre, ou bien ce sera un garçon aussi vilain que moi et tout le monde le dira. Elle ne pouvait trouver mieux. Est-il défendu de mettre son amour-propre à se promener au bras d'un joli mari et d'entendre dire Margot a une figure de grenouille. Mais elle a tout de même plu à ce beau monsieur, à ce colonel si bien poudré, si bien habillé, qui pouvait choisir parmi les plus belles. Je ne veux pas quitter ma grand-mère. Eh bien, s'il m'aime, il consentira à me laisser auprès d'elle, et il viendra nous voir souvent. Allons, puisqu'elle me laisse libre, c'est à moi de me décider avant demain matin. Si je le laisse partir, il sera fâché et ne viendra plus. Si je lui écrivais une lettre, qu'on lui remettra sitôt le jour venu? Mais je n'ose point. Pourquoi a-t-il eu si peur de mon cygne, et pourquoi le cygne était-il si furieux contre lui? Il est très bizarre, mon cousin. Pourquoi a-t-il tant ri quand j'ai dit à la grenouille? Marguerite était fatiguée. Elle s'endormit sur sa chaise. Elle se leva pour se tenir éveillée, et tout à coup, elle se trouva, sans savoir comment, dans les douves, au bord d'un des bassins de marbre que la lune éclairait. Elle fut surprise de voir que de grands roseaux qu'elle n'avait jamais remarqués avaient poussé tout autour et jusque dans l'eau. Et comme elle s'asseyait toute lasse et assoupie sur un banc de gazon, la reine Coax sauta auprès d'elle et lui parla ainsi. Margot, vous êtes une bonne personne. Vous avez empêché qu'on ne m'ôtât la vie. Je vous veux donner un bon conseil. C'est pour cela que je suis sortie de mon palais de la prairie pour venir vous trouver dans vos douves que je connais comme ma poche.
Vous devez épouser votre cousin, ma chère. Ce sera pour vous le bonheur et la gloire. Vous ne lui en voulez donc pas pour le coup de canne qu'il a voulu vous donner? Il ne savait pas qui j'étais. Il me prenait pour une grenouille comme une autre. Cela m'a fait penser qu'il serait prudent de porter désormais ma couronne et mes bijoux. Je compte m'habiller ce soir, comme il convient à mon rang. Votre couronne et vos bijoux? Dit Marguerite étonnée. Où sont-ils donc? Je viens te les demander, Margot, car ils sont chez toi. Comment cela? Apprends mon histoire que j'allais te raconter l'autre jour, quand ton affreux cygne, cet oiseau de malheur que tu appelles Névé, et qui n'est autre que le prince Rolando, est venu te priver de mes confidences. Entends-le. Il s'agite dans sa cabane de planches, il voudrait me dévorer, mais je me suis assurée qu'il était bien enfermé. D'ailleurs, je sais des paroles magiques pour le tenir en respect. Écoute-moi donc et fais ton profit de ce que je vais te révéler. Je suis une de tes aïeules, non pas directe, je suis la trisaïeule de la trisaïeule de ta tante Madame de Puy-Percé, mère de ton cousin le colonel. C'est pourquoi je m'intéresse à lui et à toi. J'ai à présent l'honneur d'être fée, mais j'étais mortelle comme toi, et je suis née dans ce château. On m'appelait Ranayade. J'étais belle comme le soleil, aussi belle comme femme que je le suis aujourd'hui comme grenouille. Mon père, qui s'occupait de magie, m'enseigna les sciences occultes, et comme j'avais beaucoup d'esprit, je devins si savante que je m'appropriais les plus rares secrets, entre autres celui des transformations. J'étais libre de prendre toute forme extérieure et de reprendre la mienne au moyen de certaines préparations et enchantements. Par ce moyen, je savais tout ce qui se faisait et se disait sur la terre et dans les eaux. Mais je cachais avec soin ma puissance, car j'eusse été dénoncée, poursuivie et brûlée comme une sorcière en ces temps d'ignorance et de superstition. J'avais 20 ans quand le prince Rolando m'épousa. Il était jeune, riche, aimable et beau. Je l'aimais éperdument et j'eus bientôt plusieurs enfants. Nous étions les plus heureux du monde dans ce château, alors splendide et fréquenté par toute la noblesse du pays. Lorsque je crus avoir un sujet de jalousie contre une de mes damoiselles, nommée Mélasie, que je voyais rôder le soir autour des fossés en compagnie d'un homme enveloppé d'un manteau. Je supposai que cet homme était mon mari, et je me changeai en grenouille pour les voir de près ou pour le reconnaître au son de la voix. Je me plantai entre deux pierres sur le parapet de la douve, et je le vis passer tout près de moi. Je reconnus alors que je m'étais trompée, et l'inconnu était un page de mon mari qui parlait pour son propre compte. J'en eus tant de joie que je remontai précipitamment dans ma chambre, et comme il était fort tard, je me jetai sur mon lit et m'endormis avec délice, sans songer, hélas, à prendre le breuvage qui devait me rendre ma forme naturelle. À l'heure où l'on avait coutume de m'éveiller, Mélasie entra chez moi, et voyant une grenouille aussi grande que moi étendue sur mon lit, elle eut une telle peur qu'elle ne put dire un mot, ni seulement jeter un cri, ce qui fut cause que je ne m'éveillai pas. Dès qu'elle fut un peu remise, elle referma sans bruit la porte de ma chambre et courut éveiller le prince Rolando pour lui demander où j'étais et lui faire part de l'étonnante chose qu'elle avait trouvée à ma place. Le prince accourut, croyant que cette fille était folle, mais quand il me vit ainsi, saisi d'horreur et de dégoût, et ne pouvant supposer que ce fût moi, il tira son épée et m'emporta un coup qui trancha une de mes pattes de devant.
Mes enchantements me préservèrent de la mort. Tant que j'étais caché sous une forme magique, aucune cause de destruction ne pouvait m'atteindre durant l'espace de 200 ans. Blessée, mais non mortellement atteinte, je m'élançai sur la fenêtre, et de là dans la douve, où ma patte amputée repoussa aussitôt, aussi saine que tu la vois. De là, j'entendis le bruit qui se faisait dans le château pour retrouver la châtelaine disparue. On me cherchait partout, et mon époux était en proie à une douleur mortelle. J'attendis la nuit pour pénétrer avec précaution dans le manoir. Je grimpais, sautant de marche en marche jusqu'à ma chambre, et je me hâtais de prendre le breuvage qui devait me rendre femme et belle comme par le passé. Hélas, j'eus beau ajouter à la vertu du breuvage celle des paroles magiques les plus mystérieuses, et me frotter avec les onguents les plus puissants, cette malheureuse main ne put repousser. Elle demeura à l'état de patte de grenouille, et comme mon mari désolé approchait de ma chambre, disant que c'était là qu'il voulait se laisser mourir de chagrin, je n'eus que le temps de m'envelopper la moitié du corps avec mon manteau de velours pour cacher cette malheureuse patte. En me retrouvant, mon mari faillit étouffer de joie. Il me prit dans ses bras en versant des pleurs et en m'accablant de questions. Il supposait qu'un méchant démon m'avait enlevé à sa tendresse, et il voulait savoir comment je lui étais rendue. Je fus forcée d'inventer une histoire et de me dérober à ses embrassements, dans la crainte de lui laisser voir ma patte. Mais je pensais avec douleur que tout serait inutile pour lui dérober mon secret, et que bientôt il découvrirait la funeste vérité. Je dus prendre un parti extrême, un parti effroyable, celui de faire disparaître celui que j'aimais plus que ma vie. Marguerite, épouvantée, voulut se lever et s'enfuir loin de cette odieuse Ranaïde, mais elle se sentit retenue par un charme, et la grenouille reprit son récit en ces termes. Sache, ma pauvre enfant, qu'il ne dépendait pas de moi d'agir autrement. Un serment que rien ne peut effacer et qu'il est impossible d'enfreindre oblige ceux qui reçoivent des dons magiques à faire périr quiconque vient à les découvrir. Mon mari était condamné, du jour où il verrait ma patte, à être emporté dans l'abîme par les esprits, mes seigneurs et mes maîtres. Je résolus de le soustraire à leur puissance en le faisant disparaître avant qu'il eût rien découvert, et à cet effet, je mêlai à son vin une drogue qui lui fit aussitôt pousser des plumes blanches et de grandes ailes. En moins d'un quart d'heure, il devint un beau cygne, blanc comme neige, qui ne pouvait redevenir homme, et qui pendant 200 ans échappait à la mort et à la puissance des génies. Apprends que ces 200 ans seront révolus cette nuit au lever de l'aurore, et qu'il dépend de toi que je retrouve ma jeunesse, ma beauté et mon rang d'être humain dans la création. Soit, dit Marguerite, car sans doute vous pourrez alors rendre à Névé, au prince Rolando, je veux dire, le même service que je vous aurais rendu. Sans aucun doute, répondit Ranaïde, c'est le plus cher de mes vœux. En ce cas, je suis prête. Dites-moi vite ce qu'il faut faire. Pour le comprendre, il faut que tu saches le reste de mon histoire. À peine le prince Rolando se vit-il changé en oiseau, qu'il entra contre moi dans une colère effroyable et voulut me tuer. Avait-il conservé assez d'intelligence humaine pour voir le malheur où j'étais forcée de l'entraîner? Obéissait-il seulement au nouvel instinct de sa race? Il ne songeait qu'à me dévorer. J'essayai en vain de lui faire comprendre notre mutuelle situation, il n'écouta rien, et je fus forcée de prononcer les paroles magiques
qui pendant 200 ans devait nous rendre étrangers l'un à l'autre. Il s'envola dans les airs avec de grands cris, et je ne l'ai plus revu qu'hier, lorsqu'il est venu te chercher au bord du marécage dont j'ai été forcée de faire dernièrement ma résidence. Et pourquoi donc, madame, reprit Marguerite, avez-vous été condamnée à redevenir et à rester grenouille pendant 200 ans, quand il dépendait de vous de rester dame et de cacher votre patte au regard indiscret? Les cruels génies l'ont voulu, ma petite Marguerite. Offensés de l'expédient par lequel je leur avais dérobé mon mari en le faisant devenir oiseau, ils m'ont condamnée à abandonner mes enfants et à épouser Coax, roi des grenouilles, avec lequel j'ai régné longtemps sur les douves et dont je suis enfin veuve. Le château a passé avec le temps dans les mains de ta grand-mère, et toutes les drogues que j'avais si laborieusement préparées ont disparu ou ont perdu leur vertu. Mais il existe chez vous un trésor inappréciable qui peut et doit me rendre tous mes charmes. C'est une parure enchantée, ma parure de noces, qui est dans une cassette de bois de cèdre et que madame Yolande tient enfermée dans sa chambre, comme ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux dans vos richesses de famille. Cette cassette t'appartient, puisque ta grand-mère compte te donner tout ce qu'elle possède. Va me la chercher et apporte-la ici. Non, madame, répondit Marguerite. Je ne veux point dérober ce qui appartient à présent à ma bonne maman, et à moins qu'elle m'y consente. Il ne s'agit pas de dérober, reprit Ranayad. Je ne tiens pas à reprendre mes bijoux. Je veux seulement m'emparer un instant, et dès que je serai transformée, je n'en aurai que faire, je te les rendrai, car tu en as grand besoin pour toi-même. Sache une chose qui doit te décider, c'est que ces joyaux magiques ont le pouvoir de donner la beauté aux plus laides, et que quand tu les auras portés seulement 1 heure, au lieu de ressembler à la grenouille que je suis, tu seras semblable à ce que j'étais, à ce que je vais redevenir, c'est-à-dire à la plus belle des femmes. Marguerite se sentit persuadée, et elle courut chercher la cassette. Au moment où elle la prit dans la crédence de sa grand-mère, il lui sembla que celle-ci s'éveillait et la regardait. Elle alla se mettre à genoux près de son lit, prête à lui tout avouer, mais madame Yolande se retourna vers la ruelle, sans paraître l'avoir vue. Le temps pressait. Le ciel s'éclaircissait un peu, comme si le jour allait paraître. Marguerite s'élança dehors et se retrouva à l'instant même auprès du bassin où la reine Coax l'attendait. « Ah, mon Dieu !» s'écrie-t-elle en lui présentant la cassette. « Il n'y a point de clé, et je ne connais pas le secret pour l'ouvrir. »« Je le sais, moi, » répondit la grenouille en bondissant de joie. « Il faut qu'une bouche qui n'a jamais menti dise simplement « Cassette, ouvre-toi !» Eh bien, dites-le, madame. Je ne saurais, ma fille. J'ai été forcée de mentir jadis pour cacher les secrets de ma science. C'est à toi de parler, et nous allons voir si ta langue est, comme je le crois, pure de tout mensonge. Cassette, ouvre-toi, dit Marguerite avec assurance. Et la cassette s'ouvrit.